Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Bienvenue tout le monde à la Triple Menace, cette édition du 8 septembre 2024. Bienvenue à l'émission. Ça fait du bien d'être de retour à la barre du show. Moi qui a manqué la semaine dernière parce que j'étais à Québec pour un ami. Et bon, ben, ça donne qu'il y a bien des choses qui se sont passées entre-temps. Vous l'entendez fort probablement dans ma voix, peut-être un peu moins enthousiaste que d'habitude. Je vous confirme, je vais bien pour l'instant mentalement, mais ce que je peux dire, c'est que dans la vie, il y a plusieurs certitudes. Il y a la vie, il y a la mort, il y a les taxes et il y a le fait que je tombe malade pour une émission de la Triple Menace. Je pense qu'on est maintenant à un 4e ou un 5e épisode où je ne suis pas à 100%, mais on va quand même donner notre effort maximum pour vous. Comme à l'habitude, la Triple Menace vous est présentée par Pierre-Olivier Poulain, Félix Forget et moi-même, Emilio Constanza. Et c'est un début d'émission assez émotif pour moi personnellement parce que maintenant, toutes les écoles sont de retour. On est de retour à cette routine de l'automne, d'être de retour en classe, d'être de retour aux études, d'être de retour au fait que d'entendre la chanson thème du Sunday Night Football vous rappelle que vous avez un devoir à remettre le lendemain matin et qu'il y a un examen pour lequel vous n'avez pas encore étudié pour le mardi matin. Mais vous êtes quand même là parce que vous aimez ce sport qu'est le football et vous étiez tous là dès jeudi soir pour écouter les premiers matchs de cette saison de la NFL. Les gars, la vie est de retour à la normale. Comment on sent maintenant avec ces premiers jours de la saison de la NFL qui se sont écoulés? Moi, je pense que on va prendre 5 minutes. On va faire une thérapie de groupe parce que on l'a vu au courant de la journée. En tout cas, nous, on l'a vu. Ça a pris des proportions et des directions totalement différentes pour Mio et Félix un peu. Laissez-vous aller. Prenez 5 minutes. Défoulez-vous ou prenez un victory lap. Faites ce que vous voulez. Mais on fait une thérapie de groupe en ce moment. Je vais en profiter et prendre mon victory lap tout de suite avant que Félix déferle sur ses commentaires sur son match. Moi, ce que je peux dire de mon côté, c'est que vos Steelers de Pittsburgh sont présentement en date de ce 8 septembre 2024, sont vos champions du nord de l'américaine de la première semaine. Les Steelers, après avoir parlé à beaucoup de gens de mon entourage et regardé justement ce qui se disait sur Internet, à la télévision, à la radio, peu de gens semblaient favoriser les Steelers de Pittsburgh pour gagner face aux Falcons d'Atlanta. Et puis là, je me retrouve aujourd'hui à vous parler sur ce balado avec les Steelers qui ont gagné contre les Falcons d'Atlanta d'une manière un petit peu bizarre, mais ça, c'est ce que le non-initié des Steelers dirait. Mais c'était une victoire à la Steelers. Et je dis une victoire, c'était un match globalement à la Steelers. Les Steelers qui l'ont gagné par la marque de 18-10. Et on apprenait d'ailleurs avant le match que ce serait Justin Fields qui serait le carrière partant, bien que ça a été annoncé il y a déjà 2 semaines que c'était supposé être Russell Wilson. Il s'est aggravé une petite blessure pendant le camp d'entraînement et voilà, on se retrouve avec un Justin Fields qui était prêt jusqu'à aujourd'hui à être le corps arrière en support à Russell Wilson. Ça a été un match haut en émotion. C'est un classique chez les Steelers, pas le choix. Et avec des pénalités quand même stupides, je m'attendais avec le départ de Deontay Johnson à ce qu'il y ait moins de pénalités stupides. Mais cette fois-ci, ça s'est beaucoup donné du côté défensif du ballon. On a encore une fois un match incroyable de TJ Watt. TJ Watt qui, par magie noire, continue de prendre toute la relève de cette équipe-là. Ça reste une excellente défensive quand même, mais sans TJ Watt, c'est impossible. Les Steelers ne peuvent pas gagner. Et ça aurait été, on dit en anglais, un legacy game.
OK? Mais il y a 2 jeux en particulier où TJ Watt n'a pas eu de sac accordé ni de fumble, donc de ballon échappé. Sur le premier, TJ Watt était peut-être un centième de seconde trop tôt sur l'engagement et malheureusement, s'est fait accorder un faux départ. Sur le jeu suivant, c'était, je ne sais plus si c'était Deshaun Elliott ou Dante Jackson qui avait fait contact avec le receveur de l'engagement, ce qui avait provoqué une pénalité. Somme toute, les gars, je suis encore ici, j'ai encore toute ma santé mentale et les Steelers ont gagné. Aucune mention de Chris Boswell qui a débuté sa MVP, sa run pour le trophée de MVP de l'année. Chris Boswell est un homme très cher que je tiens en grande estime dans mon cœur. OK, Chris Boswell, c'est une relation que je tiens avec lui depuis déjà des années. Les gars, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller plus loin avec ça? Est-ce que vous voulez qu'on parle du match... Félix, t'as de l'air d'avoir beaucoup à dire. Du match de division contre les Chiefs de Kansas City où oui, Le'Veon Bell a eu un match monstre. Le'Veon Bell a eu un match monstre. Ouais. Mais c'est Chris Boswell qui a kické pour les 15 ou 18 points de la victoire des Steelers. Et juste avant qu'on passe à Félix, je tiens à dire, je n'ai pas détesté, j'ai pas adoré, mais j'ai pas détesté ce que j'ai vu de Justin Fields. Écoute, pendant que Mio fait sa belle poésie par rapport aux Steelers, parce qu'il a visiblement une belle journée, moi, ceux qui me connaissent savent que je ne bois pas d'alcool dans la vie. Le match des Titans m'a sincèrement donné envie de commencer à boire aujourd'hui. Ça a été épouvantable à ce point-là. À un moment donné, je me suis dit, je pourrais pas finir ma journée. Je pourrais pas finir ce match-là sans un drink. C'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment eu cette pensée-là. J'ai survécu finalement à ces pulsions que cette équipe maudite me font vivre à chaque fois qu'ils prennent le terrain. On passe une saison morte de temps au complet à dire ouais, mais là tu vois Will Levis a du monde. Là tu vois Tony Pollard est là, Calvin Ridley est là, Tyler Boyd est là. On a revampé la défense. En passant, je veux rien entendre sur la défense. La défense a été incroyable dans ce match-là. Will Levis qui a eu un match épouvantable. Sérieux, il n'y a aucune autre façon de dire. Attends, une deuxième demi épouvantable. Oh non, un match épouvantable. Il y a eu 2-3 bonnes séquences offensives en fin de première demi, mais sinon, la deuxième demi, c'était particulièrement épouvantable de Will Levis. Tu regardes ça, tu te dis comment les Titans peuvent croire. Tu regardes juste ce match-là, tu regardes pas ce qui s'est passé en deuxième moitié de saison l'an passé, tu regardes juste ce match-là, tu te dis comment les Titans ont possiblement pu se dire que ce gars-là était leur carrière de franchise, parce qu'il faisait des erreurs qu'il ne faisait pas l'an passé. Il a régressé par rapport à l'an passé. C'est un match encore, fait on va voir comment ça va évoluer. Non. C'est une thérapie de groupe. On overreact tous ensemble. À un moment donné, je pensais que c'était peut-être la dernière journée que j'allais écouter du football. Quand j'ai vu la décrépitude de cette équipe-là en deuxième demi, je me suis dit, tu sais quoi, au moins Puka Nacua joue ce soir. Peut-être que ça va me faire du bien. Mais tu vois, j'ai posé sorti le chandail des Titans. C'est un chandail des Rams ce soir, chandail de mon très cher Puka. Je peux pas possiblement. En ce moment, j'ai mal à mes Titans. J'ai très, très mal à mes Titans. Félix, on rapporte souvent dans le sport que soit tu t'améliores, soit tu régresses. Tu ne gardes jamais le statu quo. Est-ce que à chaud, avec cette défaite cuisante, en fait de manière cuisante des Titans, est-ce que tu es prêt à dire que cette équipe a définitivement régressé? Non, je pense. Tu sais, des fois, on voit ça, les équipes, qu'on a eu beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux visages et tout. Ça prend un peu de temps, des fois, à se mettre en place et tout. Tu sais, oui, c'était vraiment une performance. Puis j'exagère un petit peu, là, tu sais, c'était vraiment pas une belle performance. Ça, c'est vrai. La deuxième demi était épouvantable. Mais tu sais, je pense qu'il y a peut-être aussi un peu du fait que c'est des nouveaux visages, puis il faut attendre que tout ça se mette en place un peu. Si c'est encore le cas dans 4-5 semaines, là, je vais te dire que l'équipe a bel et bien régressé. Mais pour le moment, je vais leur donner le bénéfice du doute. Sauf que c'était pas une bonne première impression. C'était épouvantable. Tu as perdu un match dans lequel tu menais 17-0 et que le corps arrière de l'autre côté, qui est son premier match dans la NFL, n'a même pas lancé pour 100 verges. Et on 17-0. L'attaque n'a aucun touché. Non, l'attaque, sérieusement, la défense des Titans, là, c'est une des grandes performances que je les ai vues avoir dans les dernières années. Je le dis très sincèrement, là. La tertiaire est incroyable. Caleb Williams a eu de la pression dans sa face. Puis c'est pour ça, les stats de Caleb Williams, ceux qui n'ont pas écouté le match, vous allez dire, c'est vraiment pas très impressionnant. Même pas complété la moitié de ses passes. Je pense que c'est 14-29 pour même pas 100 verges. C'est vraiment, vraiment peu. C'est pas glorieux du tout, mais
sérieusement, la défense des Titans lui a donné beaucoup de misère pendant ce match-là. Donnez-y 2-3 autres matchs à Caleb Williams. Je pense que là, ça allait vite un peu aujourd'hui, puis éventuellement, il va trouver ses repères. Je ne suis pas trop inquiet, mais la défense des Titans, j'ai rien à redire. Le botté bloqué, le pick six lancé par Will Levis, c'est littéralement ce qu'on dit au carrière, sans arrêt. Ne te débarrasse pas du ballon comme ça sans savoir où tu le lances. Et il a fait hop, pouf, il a juste pitché le ballon comme ça en espérant que ça se rende à quelqu'un. En perte d'équilibre. La dernière chose au monde qu'il faut que tu fasses. Dernière chose au monde, il l'a fait. Deux choses avant de conclure un peu cette thérapie de groupe. Félix qui parle de ses Titans après avoir été resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour voir les Ducks de Oregon j'avais quasiment oublié. Dans un match qui aurait dû être gagné quasiment à la mi-temps contre Boise State. Et juste une dernière statistique pour parler de Caleb Williams qui devient le premier choix total à remporter son premier match dans la NFL depuis David Carr. Et je n'ai pas dit Derek Carr, David Carr. 2002, hein, j'étais pas né. Fallait que ça arrive à Félix. Évidemment, fallait que ça arrive à mon équipe. Ben oui, évidemment, fallait que ça arrive à mon équipe. Est-ce que tu es surpris, Mio? Non, je ne suis pas surpris. Voilà. Hey, mais les boys, malgré tout, OK? On s'est tous levés ce matin. Bon, Félix, on ne sait pas à quelle heure tu t'es réveillé ce matin, mais à part de ça, on s'est tous levés une heure assez raisonnable, avec beaucoup d'anticipation pour ce premier dimanche de la saison. Et puis là, je sais pas, il arrive 11h, 11h30, midi. On se fait déferler un avalanche, un ouragan de nouvelles qui nous tombent sur la tête. À commencer par Tyreek Hill, qui on apprenait lorsqu'il se dirigeait vers le Hard Rock Café Stadium, s'est fait arrêter par la police pour un accident sur la route. On n'était pas convaincu qu'il allait jouer. On parlait même d'autres coéquipiers des Dauphins qui se sont rendus sur la scène afin de calmer un peu les ardeurs et dire « Hey, on a besoin de lui pour le match. Comprenez ce qui se passe. » Avec ça aussi, on apprend que Ja'Marr Chase allait être actif et puis tout compte fait, il a joué pour les Bengals, bien qu'il n'ait même pas de nouvelle entente encore. A quand même joué. Bon, le résultat étant ce qu'il est, ça n'a rien changé pour ce qui est des Bengals. Ils ont perdu. Puis il en a profité d'ailleurs, Ja'Marr Chase, après le match pour critiquer le plan de match de ses entraîneurs, parce que le ballon a été seulement lancé 6 fois en sa direction. Parce qu'évidemment, après avoir été une diva toute la saison morte par rapport à ton contrat, pourquoi pas être une diva au premier match de la saison sur le nombre de ballons qui sont lancés en ta direction? Ça ressemble à Stéphane Diggs. Surtout pour un gars qui s'est pas entraîné cette semaine. Le gars s'est pas entraîné cette semaine en plus. Non. Ça ressemble à un receveur comme tous les autres receveurs qui existent là. J'ai peur. Par contre, là, je parlais des Steelers, j'ai peur que là, George Pickens devienne ça un jour parce qu'il y a déjà, il y a déjà démontré des... Mio. Quoi? Intérieurement, tu le sais déjà que ça s'en va. Ah non, mais c'est parce que la saison dernière, il y a eu Ça va s'en venir bientôt. La saison dernière, il a eu des petits moments de frustration. Bon, qui to be fair, son corps arrière était Kenny Pickett. Parce que maintenant, il y a un vrai MVP avec Justin Fields. J'ai préféré ce que j'ai vu de Justin Fields en un match que j'ai vu de Kenny Pickett en 2 saisons. C'est un fait. C'est un fait. Puis justement, parmi toutes ces nouvelles-là, je l'ai mentionné en ouverture d'émission, mais Justin Fields qui devient carrière partant semaine 1 pour les Steelers. Là, ça, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va, si les Steelers vont vouloir continuer avec Fields comme partant quand Russell Wilson va être 100% en santé. Parmi toutes ces petites nouvelles-là qu'on apprenait aussi, on parlait d'extension de contrat. C'est fait pour Dak Prescott. Donc, pas mal le dernier gros dossier chez les Cowboys est réglé. Dak Prescott qui s'est entendu pour un contrat de 4 ans, 240 millions de dollars, mesdames et messieurs, qui représente un salaire annuel moyen de 60 millions de dollars. On a pété le 60 millions de dollars. C'est incroyable. Et c'est avec Dak Prescott. Dak Prescott est sous-estimé. J'aime mieux donner cet argent-là à Trevor, que j'aurais mieux le donner à Trevor Lawrence, à Tua Tagovailoa et même à Jordan Love qui a une demi-bonne saison. En fait, Félix, je pense que je dirais que le meilleur thème, ce serait qu'il est overrated. Ouais,
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dak Mais Prescott. j'ai l'impression que le consensus le place plus comme dans le entre 6 et 10, mais pour moi, il est vraiment top 5. À la limite, 6e, là, mais pour moi, je le vois quasiment 5e. Il est vraiment bon. Les gens, tu sais, c'est facile de détester un peu les gros méchants Cowboys parce que Jerry Jones, parce que on connaît les gros méchants Cowboys. Là, c'est juste les fans sont gossants. Puis, tu sais, c'est comme un peu les Yankees au baseball. C'est les grands méchants du sport. Puis, on aime ça les détester. Puis, mais il est sous-estimé, je pense, selon moi, il est très sous-estimé que Prescott, au point où je pense qu'on l'ignore un peu parmi les très, très bons carrières de la NFL. Puis, je pense qu'il est là avec n'importe qui dans le top 5. Je pense je vais juste te rajouter une affaire, OK? Je vais te faire la liste des 10 carrières les mieux payés de la NFL. Ouais. Tu vas me dire ce qu'ils ont en commun les 10 ensemble. Ouh. Dak Prescott, Jordan Love, Trevor Lawrence, Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Jared Goff, Justin Herbert, Lamar Jackson, Jalen Hurts, Kyler Murray. Ça n'a gagné aucun Super Bowl. Il n'y en a aucun qui a un Super Bowl. Aucun a gagné un Super Bowl. Il y en a 3 qui ont perdu un Super Bowl. Il y en a 2 qui ne sont jamais rendus en demi-finale. Puis il n'y a aucun qui se sont rendus dans un championnat de ligue. 6 sur 10. Je remercie Guillaume Villemère sur Twitter pour la passe sur la palette, mais ça fait juste montrer. Tu sais, c'était un peu comme dans la Ligue nationale pour dire, tu sais, les joueurs d'au-dessus de 10 millions de dollars, il n'y a jamais personne qui gagne une Coupe Stanley avec un gars au-dessus de 10 millions. On est en train de voir un peu du côté de la NFL. C'est drôle parce qu'on va en reparler d'un certain joueur qui a signé pour plus de 10 millions de dollars dans la LNH un petit peu plus tard dans ce show-là. Mais oui, c'est vrai que c'est un bon point. Mais en même temps, tu sais, si t'es les Cowboys, t'as Prescott, est-ce que tu peux te permettre de le perdre? Puis non, ça revient. Est-ce que tu es surpris que Jerry Jones ait payé un de ses joueurs vedettes un très gros prix pour réinitialiser le marché en lui donnant le plus gros contrat de l'histoire pour sa position? Est-ce que tu es surpris de ça? Pas surpris de ça. Puis ça revient encore une fois à l'argumentaire de Félix des dernières semaines de écoute, t'as pas grand-chose d'autre de disponible de temps incroyable en ce moment. Vas-y avec Dak Prescott qui est prouvé. Je pense même qu'on peut cette fois-ci remercier Stephen A. Smith qui est parti en campagne de propagande de Cowboys cette semaine en allant interviewer Jerry Jones directement au complexe sportif des Cowboys. Félix, tu parlais de tes classements top 5. Pour les gens qui écoutent ça à la maison, dans la voiture, peu importe, là, Félix Forget est tellement un fan des classements top 5 qu'aujourd'hui, lorsque j'ai annoncé que Ja'Marr Chase allait jouer, il m'a dit « Je m'en fous, c'est un bum ». Puis je suis comme « OK ». Mais c'est pas ça. Puis là, je dis « OK, t'es un hater ». Il dit « Je l'aime pas tant que ça, puis je suis comme prêt à accorder que c'est un top 5 ou quelque chose dans le genre. » Mais je dis « Félix, ça n'a jamais été la question de savoir s'il est top 5 ou pas, là. » Mais Félix est prêt à parler de son top 5. Il y a des gens qui aiment trop Ja'Marr Chase à mon goût. Ja'Marr Chase est vraiment bon, mais c'est pas Justin Jefferson, c'est pas CeeDee Lamb, c'est pas Tyreek Hill. J'ai même envie de dire c'est pas Amon-Ra St. Brown, même si c'est deux gars un peu différents. J'ai de la misère à les comparer. J'ai presque envie de dire c'est peut-être Garrett Wilson. Message d'intérêt public. Si vous êtes pour parler avec Félix Forget, préparez-vous à devoir des classements. On va faire des classements. Des top 5, même si vous n'avez pas préparé ça. Puis, dans toutes ces nouvelles aussi, on apprenait juste comme ça que Kendrick Lamar allait être l'artiste mis en vedette pour le prochain Super Bowl. Kendrick Lamar qui va y retourner après une pause de... Ça va faire 4 ans, en fait, cette fois-ci. 3 ans. Ça va faire 3 ans. La dernière fois qu'il va s'être pointé au Super Bowl, c'était alors à Los Angeles. Ça a du sens, sa ville natale. Sauf qu'il n'était pas l'artiste principal. Là, cette fois-ci, il va l'être parce que, comme dirait un philosophe, ils ne sont pas comme nous. Donc, Kendrick Lamar qui reçoit l'appel pour une deuxième fois en 3 ans pour le Super Bowl. Est-ce que vous avez hâte d'entendre ça? Je sais que Félix, toi qui es un grand éternel hater de Drake, est-ce que tu apprécies cette nouvelle-là? Écoute, je suis un hater de Drake, puis j'apprécie Kendrick Lamar, mais je suis pas un énorme fan. Mon rêve, par exemple, c'est que les Chiefs se rendent en finale, et que là, au show de Kendrick Lamar, au plein milieu du show, ils décident de faire Bad Blood avec Taylor Swift. Peut-être. Et la NFL en rêve, en tout cas. Tu sais comme moi que la NFL rêve que ça arrive. Ça serait un drôle de pour vrai, ça serait un drôle de crossover. Mais non, mais ils l'ont déjà fait ensemble. Il y a une version qui existe de Bad Blood avec Kendrick Lamar. Mesdames et messieurs, vous voyez que moi et Mio, on est encore sains mentalement et qu'on ne connaît pas le Taylor Swift lore.
Honnêtement, Mais moi, ce que j'ai hâte de savoir, c'est que, oui, OK, Kendrick Lamar est annoncé comme artiste principal. Qui va amener sur le stage? Est-ce qu'il va amener tout le monde qui ont participé au beef avec Drake? Imagine s'il amène Drake. Est-ce que Future va être là? Est-ce que même Metro Booming va être là? Et c'est ce que j'aimerais ce qui arrive pour de vrai? La NFL aurait l'occasion de faire l'affaire la plus hilarante au monde en invitant J. Cole au spectacle. Non, mais amène Drake. Amène Drake. Les deux ensemble. Rap battle pendant 15 minutes au show de la mi-temps. Ça peut fort potentiellement être l'un des plus gros spectacles qui va briser l'Internet. D'ailleurs, le Super Bowl va être en Nouvelle-Orléans, right? Ouais. Bon, on pourrait peut-être amener... Lil Wayne est un natif de la Nouvelle-Orléans? Je sais que c'est un fan des Packers. Je sais pas il vient d'où, mais je sais que c'est un gros fan des Packers. Lil Wayne? Mais ça se peut Nouvelle-Orléans pour Oui, il vient de la Nouvelle-Orléans. T'as bien raison, Bio. Exact. Lil Wayne, ce serait le fun. Mais... Attends un peu, mais tu sais, Lil Wayne, il est dans le camp de Drake. Attends un peu, est-ce qu'on a un Infinity War, pas Infinity War, mais un Civil War sur scène au Super Bowl? Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que la NFL va tolérer qu'Kendrick Lamar traite Drake de pédophile sur stage? C'est juste ça que je me demande. Je sens qu'il va y avoir ce qu'on dit dans le langage des TOS, des Terms of Service, des lignes qui vont devoir être suivies. Mais c'est pas quand Dr. Dre y avait été qu'il avait dit genre t'avais pas le droit de dire fuck the police, puis il l'avait dit. Oui, c'est dans sa tune, c'est Still Dre, il dit Still not loving police. Ouais. Mais il l'a dit finalement. Il l'avait changé. Ouais, et Snoop Dogg a hit un Crip Walk. Non, il aurait fallu que Snoop Dogg slide un blunt sur le stage. Là, t'aurais brisé des règles. Ah là, c'est un tout autre sujet, mon peuple. Tout ça pour dire, la NFL est officiellement de retour, mesdames et messieurs, puis j'ai extrêmement hâte. Avant qu'on fasse un petit survol de tous les autres matchs qui se sont passés, quand même en tant que tel. Oui, c'était le premier dimanche de la saison, mais officiellement, elle a commencé jeudi dans un match entre les Ravens et les Chiefs. Et ça m'amène un petit peu au fait que, on va jaser un petit peu des trucs qu'on a retenus cette semaine. Puis, moi, il y a quelque chose que j'ai retenu cette semaine durant ce match du jeudi soir. C'est par rapport à Lamar Jackson, OK? Lamar Jackson, en ce moment, la grosse affaire sur sa carrière, c'est qu'il est incapable de se rendre au Super Bowl. La raison pourquoi? Bon, les Chiefs de Kansas City. C'est logique. C'est une bonne équipe à qui tu peux concéder une victoire. Il y a aussi eu les Titans de Tennessee une fois, je pense. Ah, mais on a oublié les Titans parce que c'est les Titans, tu sais. Ça avait été une game most... moi, j'ai jamais oublié parce que Earl Thomas était devenu le lead blocker de Derrick Henry pendant cette game-là. Oh my God. Puis, moi, ce que j'ai remarqué, là, c'est ce fameux bloc mental que connaît Lamar Jackson lorsqu'il fait face à Patrick Mahomes. Moi, je crois que ce sentiment s'est dissipé. Oh là, attention, parce qu'il a quand même perdu. On s'entend là-dessus. Et en fait, je tenais un peu ces propos-là jusqu'au tout dernier jeu du match. L'avant-dernier jeu, je me suis dit, bon, ça y est, il a manqué son receveur, c'est fini, c'est un autre classique. Lamar Jackson a de la misère à fermer, le match contre Patrick Mahomes et les Chiefs. Tout ça pour que sur le jeu suivant, littéralement le dernier jeu du match, ils réussissent à connecter avec son receveur. Bon, finalement, le receveur a de la misère un petit peu à garder ses pieds à l'intérieur du terrain, mais je me suis dit, wow, OK, Lamar Jackson nous a montré que cette année, c'est un revenge tour. Puis je suis prêt. Non. Guillaume, je t'arrête là tout de suite. Vas-y donc. Mental, c'est correct. Je vois ton point, ce que tu veux t'emmener avec Lamar Jackson, dans le sens que, OK, mentalement, il est peut-être plus fort. Mais ça ne fait pas en sorte que tu es plus fort mentalement que tu es nécessairement meilleur sur le terrain. Lamar Jackson a fait ce que Lamar Jackson a toujours fait. Ce gars-là est un corps arrière ordinaire sans ses jambes. That's it. Oh, oui, mais il y a ses jambes, je veux dire. Oui, enlève ses jambes. Lamar Jackson qui gagne 2 MVP dans sa carrière, c'est un scandale. Ben la dernière chose que j'ai besoin de voir. Enlève ses jambes. Je veux dire, il y a des jambes. Ça fait partie de sa game. Tu sais, c'est comme si tu dis, ouais, ben, Cooper Kupp a des bonnes mains. Enlève ses mains parce qu'il vient de faire 5 catchs. C'est pour ça que j'ai comme cet exemple-là. Ouais. Mais enlève ses mains. Puis... Non, mais Félix, quand il y a un receveur de passe, tu as besoin. Tes mains sont ton outil principal. Ta job, c'est attraper des ballons avec tes mains. Ouais.
Lamar Jackson, sa job principale, c'est de lancer un ballon. Ce n'est pas de courir et d'essayer. Tu sais, ça, c'est supposé être un atout secondaire. C'est pas supposé être ta tâche principale. Lamar Jackson n'a jamais et ne battra jamais les allégations que c'est un porteur de ballon. Et pourtant, sur le dernier jeu, c'était si ce n'était pas des pieds énormes de son receveur, puis s'il y a des fans des Nets de Brooklyn qui nous écoutent, on pense à vous là, pour un jeu similaire. Mais si ce n'était pas des pieds de son receveur, je suis désolé, mais c'était un jeu incroyablement clutch de la part de Lamar Jackson. C'est là où je m'en vais avec ce point, c'est Lamar Jackson semble avoir battu cette étape mentale de faire face aux Chiefs. Bon, là, c'est le fun. Je dis ça, on est semaine 1. Maintenant, j'ai hâte de voir ça dans une vingtaine de semaines dans probablement le match de demi-finale de conférence parce que ça va être contre les Steelers. Après ça, on va voir s'il va se rendre, si les Steelers vont le battre ou pas. Ouais, c'est ça, les Steelers contre les Ravens après avoir battu les Chiefs au premier tour. Oui, exact. Ben, en fait, ce sera... vos Steelers de Pittsburgh se rendront jusque-là, mais bon, ça va être à suivre. Mais ouais, c'est ce que moi j'ai retenu cette semaine, les gars. Mais je vais rebondir un peu sur ce match-là, en fait, parce que c'est drôle parce que tout le long, je repensais au match qui avait joué la finale de conférence l'an passé. Puis, tu sais, ce qui avait vraiment coulé les Ravens dans ce match-là, c'est qu'on avait abandonné le jeu au sol inexplicablement tellement tôt dans la rencontre. Puis, c'est le pain et le beurre des Ravens, le jeu au sol. Tu sais pas que tu l'as dit, Lamar Jackson court bien avec le ballon. Puis là, cette année, on a ajouté un certain Derrick Henry en plus, qui est une petite réputation d'être pas mauvais pour courir avec un ballon. Et on a fait encore la même chose. On a fait la même chose. Derrick Henry a marqué un toucher au sol sur la première séquence du match. Et après ça, on ne l'a plus vraiment vu. Il est venu faire 2-3 petites courses de temps en temps, mais on ne l'a pas vraiment vu tant que ça. Le seul qui courait après la première séquence sur une base régulière, c'est Lamar Jackson. Puis la plupart du temps, c'était pas sur des jeux qui étaient faits pour qu'il court. C'est lui qui partait parce que sa pochette ne s'ouvrait pas, parce qu'il n'y avait pas de receveur qui était ouvert. Et qui n'est pas capable de lancer un ballon. Pourquoi on s'entête encore et toujours à abandonner le jeu au sol quand on joue contre les Chiefs? Moi, je pense que c'est pas Lamar Jackson qui a un complexe d'infériorité contre les Chiefs. Je pense que c'est les Ravens au complet qui s'éloignent de leur mentalité de courir parce que je ne sais pas pour quelle raison, pourquoi les Chiefs nous font aussi peur avec le jeu au sol. Peut-être qu'on se dit que, ouais, mais pour battre Patrick Mahomes, il faut qu'on le batte une bataille de sa manière, genre quelque chose. Faut que Lamar soit le meilleur passeur. Il faut qu'il soit le meilleur passeur que Mahomes dans le match pour qu'on y arrive. C'est stupide, joue selon tes forces, puis arrange-toi avec le reste après. Ça me frustre de voir les Ravens dans ces matchs-là parce qu'on le voit quand ils ne jouent pas contre les Chiefs. On ne s'éloigne pas du jeu au sol, ça va bien fonctionner. Puis je vous le dis, la semaine prochaine, là, les Ravens vont courir pour après 250 verges en équipe. Je ne sais même pas contre qui ils jouent, mais ils vont courir. Ça n'aura pas de bon sens à quel point ils vont courir pendant ce match-là, puis ça va fonctionner. Mais contre les Chiefs, on s'entête à abandonner le jeu au sol, même quand on n'a pas de bonne raison de le faire. Puis évidemment que ça nous coule parce qu'on s'éloigne de nos forces, puis je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Félix Pop, est-ce que, lorsque c'est à la lumière des commentaires de Félix, est-ce que John Harbaugh est un choker? Choker, c'est fort, mais je pense que contre Andy Reid, il se fait out-coach. Il a peur d'Andy Reid. Tu sais, je vais ressortir une autre analogie du hockey. Combien de fois on a vu Sheldon Keefe et Mike Babcock se faire out-coach par les Bruins de Boston en première ronde? C'est exactement la même affaire. Ou John Cooper, c'est absolument la même affaire. Pour répondre à ta question, Mio, c'est contre les Ravens à domicile dimanche prochain. Contre les Raiders d'Oakland. Ok, parfait. Contre les Raiders, ils vont courir pour 350 verges. 350 verges. Ah, ils vont manger. Et Lamar va en avoir 150, et lui va en avoir 150, Justice Hill va en avoir 50. Pop, qu'est-ce qui était sur ton radar cette semaine? Ce qui était sur mon radar cette semaine, c'est que il y avait beaucoup de gars qui étaient des premières impressions. Je ne parle pas nécessairement de recrues cette semaine. Tu sais, oui, c'était le fun. On avait Caleb Williams, on avait Bo Nix, on avait Jalen Daniels avec les Commanders, tout ça, qui faisaient leur premier match. Mais il y avait certains gars qui justement étaient dans un premier match dans leur nouvelle uniforme. Derrick Henry en est un exemple, très peu sollicité après la première séquence à l'attaque jeudi soir. Mais un gars comme Saquon Barkley qui fait 3 touchés pour les Eagles alors que les Giants n'en ont fait aucun aujourd'hui contre les Vikings du Minnesota, ça c'est juste absolument incroyable. Puis, je veux quand même donner un bon shout-out à Sam Darnold qui a mangé aujourd'hui contre les Giants. Oui, OK, on me dira que c'est peut-être pas la meilleure compétition qu'il y avait sur le terrain, mais Sam Darnold qui commence son match en réussissant ses 12 premières passes. Et tu as Aaron Jones qui marque un toucher en début de rencontre
moi, je veux donner beaucoup de crédit aux Vikings cette semaine. Et non, c'est pas juste parce que je les avais dans le Survivor de la triple menace cette semaine, mais je veux... tu sais, je pense qu'il y avait beaucoup de monde, tu sais, dans les... Quand il y a eu comme le stretch de 3-4 semaines où que toutes les mauvaises nouvelles tombaient sur les Vikings, c'était genre, c'est terminé, c'est fini, puis tout ça, mais j'étais genre, avec ce que Sam Darnold a démontré, est-ce qu'il le fera sur 18 semaines? Là, il y a la vraie question. Mais c'est une sacrée belle première impression qu'on donne du côté de Sam Darnold avec les Vikings. Contre les Giants avec leur chandail des Canadiens de Montréal, by the way. Oui. Mais Pop, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, Sam Darnold. Je comprends pourquoi les gens ont abandonné un peu le navet des Vikings et tout, parce que c'est vrai que ça a tombé comme une tonne de briques. Tu sais, J.J. McCarthy, puis même le décès de Carrie Jackson. Il y a eu tellement de mauvaises nouvelles chez les Vikings pendant la saison morte. Mais Kevin O'Connell, qui est l'entraîneur-chef des Vikings, c'est vraiment un excellent entraîneur. Je pense qu'on sous-estime vraiment beaucoup ce gars-là, qui l'année passée a gardé les Vikings dans la course aux séries, même après que Kirk Cousins soit blessé. Kirk Cousins était un MVP avec lui. On a vu de quoi il avait l'air aujourd'hui, loin de Kevin O'Connell. Et il y a eu Josh Dobbs, il y a eu Jaren Hall, il y en a eu 1001 des carrières avec les Vikings l'an passé. Puis Kevin O'Connell a réussi à garder cette équipe-là en contention pour les séries. Et oui, Sam Darnold, ça n'a pas été un début de carrière très facile. On le sait qu'avec les Jets, il avait vu des fantômes pendant un match de lundi soir. Mais tu regardes ça, tu te dis, l'an passé, il y a une saison complète avec les 49ers où il a juste pu prendre un pas de recul, apprendre un peu, puis être entouré de Kyle Shanahan, qui n'est pas exactement un mauvais entraîneur de carrière. Puis là, il arrive dans un système comme ça. Et je pense pas que les Vikings vont gagner le Super Bowl ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est fou de les écarter d'une possible place en série. Je sais pas s'ils vont y arriver, mais je pense qu'encore une fois, on va se battre. Est-ce que Sam Darnold va être suffisant? Je sais pas, mais t'as quand même Aaron Jones, Justin Jefferson, Jordan Addison qui s'est blessé malheureusement aujourd'hui. On va espérer que ce soit pas trop grave. TJ Hawkinson quand il va revenir en santé, puis une défense qui est pas mauvaise. Je déteste pas ce que je vois des Vikings. Puis, ouais. Disons qu'on s'approche plus d'une participation CA que de repêcher au premier rang, mettons. Oui, je pense qu'on va être juste entre les deux. Et non, c'est ça, je veux quand même donner des fleurs à Sam Darnold là-dessus, qui a fait un petit beaucoup mieux qu'un certain Joe Shiesty du côté de Cincinnati. On a parlé, tu sais, Mio t'a parlé que les Steelers sont la seule équipe avec une victoire dans le nord de l'AFC. Mm-hmm. Les Bengals de Cincinnati, là, vous faites quoi? Attends un peu. Est-ce que c'est le moment, Pop? Est-ce qu'on est déjà sur Fraud Watch? Oui, absolument. Non, attends. Oh! Non, attends. Mais oui, dans le sens que, en fait, non, je te dirais même pas, c'est même pas une fraude parce que c'est ça, les Bengals de Cincinnati. Les Bengals de Cincinnati ne jouent pas du vrai football tant aussi longtemps qu'on ne rentre pas au mois d'octobre. Les 4-5 premiers matchs de la saison, on se croit encore en pré-saison. C'est tout aussi simple que ça. Et je suis extrêmement content pour les Pats qui mangent de la chenoute depuis 2-3 ans. Et Jaron Mayo qui d'ailleurs gagne son premier match en tant qu'entraîneur dans la NFL avec les Pats. Nice one. Je suis super content de l'histoire. Mais ce n'est pas les Pats qui ont gagné. Absolument pas. Les Bengals ont absolument perdu. Je repense juste à la séquence à l'attaque où Gesicki capte une passe, échappe le ballon au sol, puis le jeu suivant, t'as le tight end, le nom m'échappe en ce moment, qui court vers la zone début et qui est à la ligne de 1, échappe le ballon, puis ça redonne le... Ça, tu peux pas te permettre ça. Et ce qui va faire en sorte que si les Jets gagnent demain soir contre les 49ers, toutes les équipes de l'Est de l'Américaine vont commencer avec une victoire. Qui aurait prédit ça? Qui aurait prédit ça? C'est impressionnant. Très impressionnant. Félix, qu'est-ce que tu avais sur ton radar cette semaine? Puis, c'est correct, c'est pas obligé d'être le terrain absolument horrible sur lequel ont joué les Packers et les Eagles. Là. C'est horrible, sérieusement, pauvre Jordan Love. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il semble avoir évité le pire et tout. Il devrait manquer quelques semaines, mais pour moi, pas toute la saison. Non, évidemment, je pense que je l'avais surtout sur mon radar aujourd'hui, c'était Caleb Williams, évidemment, qui faisait ses débuts contre mon équipe. Fait que c'était un peu difficile. Des fois, le storyline est comme dans ta face de même, là, puis il faudrait que tu sois vraiment stupide pour pas tomber dessus. Puis ben, il y a les Rams, mais on peut pas vraiment parler des Rams parce que ben, la game, le premier quart vient juste de finir. Non, mais ce qui m'a beaucoup intéressé, par exemple, c'était de suivre le match
entre les Cardinals et les Bills. Je pense que je l'ai dit dans les dernières semaines que je ne suis pas quelqu'un qui croit beaucoup en les chances des Bills cette saison. Puis sérieusement, j'aurais pas été surpris que les Cardinals gagnent ce match-là, qu'on ait joué une surprise. Mio aussi, je pense que tu étais un peu dans ce clan-là, de ceux qui voyaient les Cardinals peut-être surprendre les Bills dans cette rencontre-là. Très spécifiquement, Félix, là, très spécifiquement, là, Marvin Harrison Jr., mais... Marvin Harrison a eu tellement un premier match difficile, puis il y a une partie de ça qui a été difficile, mais il y a aussi une partie du fait que sa chimie avec Kyler Murray n'était pas là. T'sais, on l'a vu 3-4 fois qu'il était complètement libre. Surtout en fin de match, là, quand les Cardinals avaient le ballon et ça prenait un toucher pour égaler le match, il était complètement libre pour un toucher facile. Kyler Murray ne l'a pas vu. Je ne m'inquiète pas trop parce que c'est le premier match. Il y a des choses qui vont se placer. Puis, ils ont presque pas joué. Je pense que les deux n'ont pas joué du tout en pré-saison. Fait que ça prend un peu de temps avant de trouver cette chimie-là. Je ne m'inquiète pas trop pour Marvin Harrison. Je pense que ça va finir par venir. Mais ça m'a vraiment impressionné quand même de voir que les Bills qui tiraient de l'arrière par 14 points à un moment donné dans cette rencontre-là se sont vraiment comme soudés. Puis tout est arrivé d'un coup. Hein. J'ai comme plié les yeux. Les Cardinals venaient par 14, puis après ça, les Bills venaient par 10. C'est allé super vite. Puis bravo à Josh Allen, qui est quelqu'un en qui je ne croyais pas nécessairement beaucoup cette saison, qui a vraiment un super bon match, sans avoir été un peu blessé, mais au moins, il dit qu'il est correct. C'est Josh Allen. C'est toujours un peu blessé, Josh Allen. Puis, c'est impressionnant, une victoire quand même de gros caractère pour Buffalo dans cette rencontre-là. Puis, oui, c'était à domicile, oui, c'était contre les Cardinals qui sont peut-être pas vus comme une puissance, mais qui, selon moi, sont peut-être un peu sous-estimés. Mais quand même une belle victoire de caractère pour ces Bills-là qui, tu l'as dit, l'Est de l'Américaine, tout le monde pourrait commencer avec une victoire, advenant le cas où les Jets gagnent demain. C'est une division où tu peux pas te permettre de perdre des matchs. Les Cardinals, c'était la définition d'un match piège. Premier match de la saison contre une équipe qui n'a pas grand-chose à perdre, que personne ne voit vraiment comme une réelle équipe qui peut menacer pour une place en série. La définition d'un match piège, puis on a quand même été... on s'est assuré de ne pas tomber dans ce piège-là. Bravo aux Bills quand même d'avoir gagné ce match. Les gars, donc on arrive presque à la conclusion de cette première semaine d'activité. Donc, mis à part 2 matchs qui ne sont pas terminés ou encore commencés, j'ai parlé des Packers et des Eagles. Les Eagles en sont ressortis gagnants 34-29. Les Saints qui l'emportent 47-10 face aux Panthers de la Caroline. J'ai parlé en début d'émission de certaines certitudes que nous avons dans cette vie et on s'enligne encore pour dire que les Panthers de la Caroline seront absolument nuls à chier. Et on en a eu encore un bon exemple. Et ça, c'est un euphémisme. Exact. Ailleurs, encore une fois, on a parlé des Vikings-Giants, victoire des Vikings 28-6, les Bengals qui l'échappent face aux Patriots, vos Steelers qui l'emportent face aux Falcons, les Texans qui commencent leur saison en grand 29-27. Bon, là, je sais que les Colts sont perdus, mais est-ce qu'on peut parler de cette passe d'Anthony Richardson? Oh my God! Ça, j'étais tellement triste quand il s'est blessé l'année passée parce que j'avais envie d'embarquer dans le bandwagon Anthony Richardson, plus que CJ Stroud l'année passée. Ooh. Et là, je comprends pourquoi je voulais embarquer. Ce gars-là a un potentiel. Tu sais, c'est encore un produit brut. Il y a encore des choses à travailler. Mais athlétiquement parlant, il y a tellement de potentiel. Et je vous l'avais dit encore depuis des semaines. Les Texans vont gagner. Mais ça ne sera pas une partie de plaisir cette saison. Juste 2 points. Non, c'est ça, définitivement. Aujourd'hui. Juste 2 points de différence. Ça sera pas une très partie de plaisir. compétitif. Puis Félix, lui, qui regarde ça avec grand désarroi de voir. Mais écoute, Anthony Richardson, je vais super rapidement sur Anthony Richardson. Je pense pas que c'est un excellent corps arrière. Mais je pense que c'est un corps arrière qui est le fun en maudit à regarder parce que c'est un gars hyper électrisant. Puis, je sais pas si c'est un gars qui peut gagner un Super Bowl et tout, mais. Hey, c'est un gars qui donne un maudit show. Parce que on parlait de Lamar Jackson qui est bon pour courir. Prends Lamar Jackson, mets-y un bras canon qui peut lancer 90 verges, des pieds dans le sol sans bouger. Il a fait une passe, il était en train de tomber, puis ça a fait quasiment le terrain au complet. Ce gars-là est tellement le fun à regarder. Ça me fait vraiment chier qu'il soit dans un rival de division, surtout les Colts, mais tellement le fun à regarder Anthony Richardson. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on va voir en espérant qu'il ne se blesse pas. J'espère qu'il ne se blessera pas. Les gars, savez-vous quel corps arrière en début de carrière était reconnu comme simplement un gars avec un gros canon? Josh Allen. C'était pas lui que je cherchais. Fuck. Ah non? Patrick Mahomes. Ouais.
Ouais. Patrick Mahomes était reconnu pour son bras. Et Ça y a été repêché, ouais. voyons voir maintenant qu'est-ce qui est rendu avec Patrick Mahomes. Une coupe de Super Bowl plus tard. Toujours est-il, donc, on parlait des autres matchs. Les Dolphins qui reviennent de l'arrière dans un match contre les Jaguars. J'étais si prêt aujourd'hui d'arriver à Mio, l'émission. t'étais prêt. Je sentais que t'étais prêt à nous vendre les Jaguars. J'étais prêt à partir cette campagne de propagande pro-Jaguar. Finalement, ils l'ont échappé. Travis Etienne l'a échappé, si vous voulez la petite blague qui vient avec ça. Là. Mais absolument horrible. Les Seahawks qui remportent leur match de début de saison contre les Broncos. Les Broncos ont vu quand même des belles choses de cette jeune équipe. On ne s'entend à rien vraiment d'excellent de leur côté, mais un bon match pour commencer ça. Saviez-vous que parmi tout ça, les Raiders et les Chargers jouaient? Oui, j'ai regardé ce match-là parce que je voulais voir Jim Harbaugh. Antonio Pierce a dû faire 8 crises cardiaques parce que les Raiders se sont tirés dans le pied au moins 8 fois pendant ce match-là. C'est Jim Harbaugh qui a gagné ce premier match-là. Son retour dans la NFL avec les Chargers. Dans un match où J.K. Dobbins, que tout le monde pensait qu'il était mort, a couru pour 135 verges sur 10 courses. Quand même une belle performance de J.K. Dobbins dans ce match. Et un touché pour ajouter avec ça. Et Justin Herbert à son retour. Un match plus calme par rapport aux standards auxquels nous a habitués. 17 de ses 26 passes sont connectés pour un total de 144 verges. Mais je me demande si ça va devenir le nouveau... Peut-être pas le standard, mais on va s'attendre peut-être à ce genre de performance dans le sens que Jim Harbaugh va peut-être amener un style de jeu plus axé sur la course, peut-être. Ça se peut aussi. C'est ça, moi, que je me demande. Est-ce qu'il pourrait amener ce qu'il avait amené comme à Michigan? Est-ce que... Puis, en même temps, ça serait bon pour Justin Herbert de ne pas être obligé de toujours lancer 4 passes de toucher, 400 verges pour au moins donner une chance à son équipe de gagner. Ben oui, c'était ça le meme il y a quelques années où Justin Herbert est overrated, puis il y a un montage qui existe de toutes les fois que les receveurs de Justin Herbert ont échappé des passes ou ont manqué leur tâche, puis voilà qui en est. Et puis sinon, les 2 derniers matchs de l'après-midi, les Cowboys qui l'ont emporté face aux Browns de Cleveland, qui officialisaient en fait le fait que les Steelers soient la seule équipe victorieuse du nord de l'américaine. Bien content de voir que Deshaun Watson a été absolument pourri à son premier match de la saison et je souhaite que ça reste ainsi pour les 16 prochains. Et finalement... Dis le gars qui l'a repêché dans le fantasy. Je te confirme que c'était un troll pick. Je l'ai admis même avant d'annoncer son nom que c'était un troll pick et je ne reviens pas sur ma décision. C'est un troll pick et même si il pourrait connaître une saison correcte, une saison qui pourrait juste faire un peu la job pour mon fantasy. Je m'en fous, je ne vais pas le claim, c'est juste pour dire je vais être cette personne qui va repêcher Deshaun Watson. Et finalement, les boys, le dernier match de l'après-midi, les Buccaneers qui l'emportent face aux Commanders de Washington. Premier match de Jayden Daniels, 17 de ses 24 passes ont atteint la cible pour 184 verges. Jayden Daniels qui a également couru pour 88 verges, a été en fait le meneur des Commanders à ce chapitre. Et puis sinon, le jeu aérien plus ou moins concluant avec Austin Eckler qui a été le meneur. Puis on va se dire, Austin Eckler, les gars, lui aussi est encore vivant? Oui, mais Austin Eckler n'est pas un receveur. C'est un porteur de ballon. Là. Et c'est le joueur qui a reçu le plus de... En fait, qui a attrapé, on va se dire, le plus de passes avec 4 réceptions pour 52 verges. Baker Mayfield, avec son tout nouveau beau contrat chez les Buccaneers, a réussi 24 de ses 30 lancés pour tout près de 300 verges avec 289, 4 touchés, aucune interception. Shout out Baker Mayfield, man. Sérieusement, ce gars-là, sa carrière était morte il y a 2 ans à peine. Il y a 18 mois, même pas 2 ans, il y a 18 mois, c'était fini. Puis un match jeudi soir, par rapport avec les Rams, a relancé sa carrière au complet. Les Buccaneers ont pris une chance avec lui. Tout le monde riait des Buccaneers quand ils ont fait ça. Puis là, en ce moment, il fait passer les Browns pour des maudits épais. Quand tu regardes ce que Deshaun Watson fait, ce que Baker Mayfield est en train de faire à Tampa Bay, shout out Baker Mayfield, man. Shout out Baker Mayfield. La triple menace est officiellement un Baker Mayfield respecter. Ouais. Ah non, définitivement. Moi, quand ils se sont rendus en séries éliminatoires, je me suis permis quand même un petit édito puis de parler en bien de Baker Mayfield parce que bien que son attitude me rendait malade quand il était au football universitaire,
voir un peu cette attitude-là avec les Browns aussi, ça m'a fait l'air encore un peu plus. Puis en plus qu'il y avait Odell Beckham Jr. sur cette équipe-là, ça me donnait juste une petite raison de plus derrière l'équipe. Et puis là, de voir que, hey, finalement, il a eu son Redemption Arc. Et c'est avec les Buccaneers de Tampa Bay. Donc, les boys, mot de la fin. Que retenez-vous de cette première semaine d'activité dans la NFL en une phrase? Joe Burrow est un carrière moyen s'il n'a pas un corner receveur élite à côté de lui. Félix? Les Titans, malheureusement, ce ne sera pas 17-0 en saison régulière. Mais 16-1, c'est encore possible. Let's go, les Titans, 16-1 cette saison. On s'en va gagner le Super Bowl, la petite défaite. C'est pas, ça, on va tout l'oublier. On va tout l'oublier, cette défaite-là. C'était pour que Caleb Williams se sente bien à son premier départ. C'est juste pour ça. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Ou, comme dirait Charles Barkley, je n'ai que 2 mots pour vous. On est tellement de retour. Inquiétez-vous pas, je sais que c'était pas juste 2 mots, mais je n'ai que 2 mots pour vous. On est tellement de retour. Et j'ai très hâte de couvrir le restant de cette saison de football avec vous, les boys. Ça va tellement être le fun. Maintenant, alors que le football de la NFL recommence, le baseball de la MLB tire très, très, très bientôt à sa fin. Mais ce qui est sûr, c'est que Pop, à l'approche de cette fin de saison, t'as sauté sur le wagon des Mets de New York. Et boys, on se souvient l'année passée, je pense que c'était après quoi? C'était juste après la date limite des transactions. Très exactement, ouais. J'embarque sur le bandwagon des Cubs de Chicago. Là, cette année, j'ai voulu me prendre un peu plus loin dans la saison, juste pour être bien sûr de tenir ça jusqu'à la fin. Mais mesdames et messieurs, c'est officiel. Je suis dans le bandwagon des Mets de New York. Et je dis pas ça parce qu'ils viennent de battre mes Red Sox de Boston à 3 reprises cette semaine. C'est pas juste à cause de ça. Mais je vous dis tout de suite, je suis là-dessus. Je vais lancer une campagne de... En fait, je rejoins la campagne de propagande sur Internet. Oui, parce qu'il y en a des jeunes. Il y en a des jeunes. Mais en fait, les équipes de New York ont toujours une campagne de propagande, peu importe les équipes, parce que c'est New York. Non, étonnant. Juste parce que c'est New York. Oui, on pourrait, oui. Mais les Mets, je suis très down. Là, c'est plate aujourd'hui, je dis ça, mais ils viennent de perdre aujourd'hui, ce qui faisait en sorte qu'ils viennent de terminer leur séquence. C'était quoi, 9 victoires consécutives? Ouais. Mm-hmm. Et là, on est à égalité avec les Braves d'Atlanta pour la dernière place de wildcard dans la nationale. Et je vais le dire tout de suite, je rejoins aussi la campagne de propagande que Francisco Lindor devrait être le MVP dans la nationale. J'aime ça. Je rejoins, je m'en fous de Shohei Ohtani de 50-50. Francisco Lindor est en train, enfin, en fait, je dis enfin comme s'il n'avait pas déjà prouvé avant, tout l'argent qui avait été versé quand il a signé avec les Mets, ce gars-là est probablement le meilleur shortstop de la MLB qui n'est pas nommé Bobby Witt Jr. Et ce qui fait en sorte que ce gars-là, même si ce n'est pas 50-50 comme Ohtani va probablement faire, regardez tout ce que Francisco Lindor amène sur le terrain comme shortstop. Défensivement, oui, je vais ressortir le vieux narratif qu'un DH ne peut pas gagner un MVP parce qu'il ne joue pas défensivement sur le terrain. Mais je vais sortir pareil. Nommez-moi Francisco Lindor comme MVP de la nationale. Et on shout-out Baker Mayfield tantôt. Moi, je veux faire un énorme shout-out à Mark Vientos, joueur de 3e but qui a probablement l'une des plus belles histoires du baseball majeur, qui a joué l'équivalent de quoi? Même pas 100 matchs à ses 2 premières saisons dans la MLB. 10 circuits en 2022-2023 combinés. Et là, ça approche quasiment d'en faire 30. Et depuis qu'il est arrivé, en fait, genre à la fin du mois d'avril, les Mets ont commencé à gagner. Ce gars-là va remporter le Silver Slugger pour le 3e but dans la nationale. Et je veux voir tout le monde qui l'avait prédit en début de saison. Sérieusement, je pense pas qu'il y a une personne. Ses parents ne devaient pas avoir prédit ça. Pour vrai. Honnêtement, bravo à lui d'avoir surpris tout le monde, mais je pense que même ses parents n'auraient jamais osé prédire ça. Puis ça, c'est juste comme tellement de logique, Pop, de rejoindre cette équipe-là pour notre amour des mimes et de l'Internet après le mois de juin qu'ont connu les Mets aussi. Là. Ah ben oui! Tu sais, Grimace, les gay Mets qui étaient absolument intouchables pendant le mois de la fierté gay. Les Mets, c'est une équipe mime. Tu sais, leur histoire est remplie de
d'histoires drôles, de mimes, de complexe de petits frères des Yankees de New York. J'aime un good underdog story. Moi, je suis sûr que les Mets, peuvent se rendre en série. Et on l'a vu dans les 2 dernières années. Être le 5e ou la 6e tête de série d'une ligue, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose en se rendant en série de la MLB. En tout cas, ce que je peux dire, Pop, c'est qu'on rira moins quand Juan Soto va devenir un membre des Mets l'année prochaine. Non, on rira pas du tout. On rira même pas un petit peu quand ça va arriver. Non. Veux-tu que j'en rajoute une couche? Puis ça va faire un beau segue pour ce que tu veux parler, Mio. Quand Juan Soto va signer avec les Blue Jays cet hiver. Ah non. Parce que on rira pas, on va être juste dégoûtés. Parce que je pense que c'est Bob Nightingale qui en a parlé, puis je pense aussi que John Heyman en avait mentionné. C'est peut-être pas le scénario qui est le plus probable, mais de plus en plus, ce n'est pas impossible que les Blue Jays s'essayent pour Juan Soto cet hiver. Et je vais juste me faire un petit commentaire là-dessus. Je ne sais pas comment que les Blue Jays vont faire, mais Chris Bassett, la semaine passée, sur le podcast avec Chris Rose et Trevor Plouffe, disait que une grosse partie des problèmes des Blue Jays cette année, c'est qu'on voulait tellement donner beaucoup trop pour un seul joueur, a.k.a. Shohei Ohtani, puis finalement qu'on ne l'a pas eu, que finalement on a manqué le train. Est-ce qu'on va faire la même erreur avec Juan Soto l'année prochaine? Ils l'auront. Non, mais pour vrai, non. Je pense pas que tu peux mettre tous les mêmes œufs dans le même panier. Là. C'est sûr qu'on a vu que ça a donné avec le restant de la saison morte l'an dernier, une fois que Shohei Ohtani a fait sa décision pour les Dodgers. Là. J'aimerais ça que Juan Soto devienne un membre des Blue Jays de Toronto, mais si les Blue Jays ont bien une leçon à retenir avec ce qui s'est passé avec Ohtani, c'est de ne pas tout mettre tes mêmes œufs dans le même panier. Ou du moins, si tu le mets, réussis sacrement. Très, très exactement. Hey Pop, avant qu'on passe à autre chose, pourquoi pas un petit jeu de classement de course vers les séries éliminatoires? Ah, pourquoi pas? Ah, ben c'est vrai, toi, t'étais pas là la semaine passée. Mais non, je n'étais pas là. T'as pas pu participer. Et là, Mio, j'ai envie de voir un peu comment tu te situes là-dedans. Parce que moi, je viens de le dire. Moi, je viens d'embarquer sur les Mets. Ils vont faire les séries. Ils vont upset une équipe ou deux. Vont réussir à somehow se rendre en série de championnat, probablement contre les Phillies de Philadelphie. Mm-hmm. Puis après ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Moi, ce que je me dis, c'est que Mio, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, en ce moment, il y a 3 matchs et demi qui séparent le wildcard dans l'américaine avec Détroit, Seattle, Boston et Minnesota. Tandis que dans la nationale, tu as les Mets, tu as les Braves qui sont à la même fiche et tu as les Diamondbacks qui sont à un match devant tout le monde. Qui passe, qui casse. Qui va gagner les divisions d'ici la fin de l'année? Les divisions, ça c'est tellement. Je veux dire. Okay. Dans l'américaine, Félix, tu vas aimer ce que je vais te dire, là, mais les Yankees termineront au sommet de l'Est de l'américaine. Pour ce qui est de la centrale, je vois aussi les Guardians maintenir le cap, bien que les Royals ils vont être là jusqu'au tout dernier match. L'Ouest de l'américaine, par magie noire, regarde, c'est fait. Les Astros ont dépassé tout le monde au classement. Ils vont terminer premier. Ça va finir là. Puis les fucking Astros vont se rendre jusque-là. Pour le wildcard de Pop, je vais aussi me faire ami avec toi. Moi, je ne me fais pas d'ennemis aujourd'hui dans le bloc baseball. Là. Mais Pop, les Red Sox auront cette dernière place de wildcard pour les séries éliminatoires. Même toi, tu ne sembles pas vouloir le croire en ce moment. Non, absolument pas. Moi, j'ai perdu... Hey, on vient de perdre aujourd'hui contre les White Sox de Chicago. Tu me diras, oui, on a gagné 2 matchs sur 3 dans cette série-là, mais les Red Sox de Boston ont officiellement perdu 3 matchs cette année contre les White Sox de Chicago. Ah oui, c'est rough. Exploit que peu de gens peuvent se vanter. Et ont perdu 7 de leurs 10 derniers matchs. Sérieusement, on parlait beaucoup que ça allait être un gros calendrier en deuxième moitié de saison concernant peut-être la force du calendrier, mais la ballonne s'essouffle. Mio, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup ta solidarité là-dessus, mais moi, j'abandonne sur les Red Sox. Et regardez-moi dans 3 semaines quand les Red Sox vont avoir gagné 7 matchs de suite, puis on va être comme « We're so Barack.
We're back. Et pour finir, les boys, dans la nationale, les Phillies et les Brewers, dans leurs divisions respectives, dominent. Ça va terminer ainsi. Puis, je vais dire idem dans l'ouest de la nationale. Les 3 divisions sont pas mal faites. Puis, juste pour le plaisir qu'ils m'ont donné pendant les dernières séries éliminatoires, je veux revoir les Diamondbacks en séries éliminatoires. Ils auront cette dernière place pour les séries éliminatoires. Nous l'avons. Et parlant de séries éliminatoires, by the way, les boys, j'ai dit que la MLB était une ligue qui s'approchait aussi, comme quoi c'était la seule qui terminait ça. J'ai menti. Je suis un éternel menteur parce que on a aussi le basketball de la WNBA qui s'approche peu à peu des séries éliminatoires. Et il y a quelques affaires très intéressantes de cette saison de la WNBA. À commencer, personne ne s'attendait à ce que cette équipe-là s'y retrouve, mais l'organisation qu'on a décrite comme étant la pire de toute ligue professionnelle, le Fever de l'Indiana, sera des séries éliminatoires. L'effet Caitlin Clark. Félix, tu étais même le premier à avoir dit que c'était la pire organisation du sport professionnel qui existe parce qu'on a entouré Caitlin Clark et regarde où on est aujourd'hui. L'effet Caitlin Clark? C'est la seule réponse. C'est la seule réponse nécessaire. C'est aussi simple que ça. C'est la seule réponse qui est nécessaire pour ça. Le Fever, qui en ce moment est 3e dans l'Est, ouais, bon, vous me direz avec une fiche qui est juste au-dessus de la barre du 500 avec 19 victoires et 17 défaites, mais c'est quand même 6 victoires de plus que le Sky de Chicago qui seront sans Angel Reese pour le restant de la saison, au grand plaisir de ses plus grands haters, parce que Angel Reese, même en WNBA, ne s'est pas faite que des amis, même si elle peut briser tous les records de rebond sur ses propres tirs, disons-le. Ouais, non, c'est ça. Mio, tu n'étais pas là la semaine passée. On veut avoir ton opinion de gars qui sont un petit peu plus à WNBA. Vas-y donc. Est-ce que les stats d'Angel Reese ont vraiment une valeur? Elles ont une valeur. On va se reparler dans 10 ans et on oubliera un peu le fait que les rebonds étaient sur ses propres tirs. On va juste voir les statistiques sur les rebonds, mais je pense pas. Je pense que les partisans les plus initiés connecteront ça au fait que elle manquait ses tirs puis elle faisait juste prendre ses propres rebonds. Mais pour l'instant, les haters diront qu'ils n'ont pas grande valeur. Ça a-tu du sens, ce que je dis? Ça a de l'allure. Ça a de l'allure, j'aime ça. Donc, le portrait dans l'Est, j'ai parlé du Fever qui tenait la 3e place. Le Sun du Connecticut, 2e avec 24 victoires et 10 défaites. Et de loin, la meilleure équipe dans la WNBA dans cette saison régulière, le Liberty de New York avec 29 victoires et 6 défaites. Donnez-moi 2 secondes. De ceux qui n'ont pas la vidéo, Mio vient de mourir. Ah, un peu. L'effet de la 2e tisane au miel et citron il commence à se dissiper. Là. Oh, et c'est avec cette gorgée d'eau que j'annonce quand même que le Liberty de New York a encore la possibilité de terminer la saison sous la barre des 10 défaites. Il reste présentement 5 matchs à la saison du Liberty et elles n'ont qu'à en gagner 2 des 5 prochains pour s'assurer une saison presque parfaite. Puis là, justement, je parlais de la meilleure équipe dans la WNBA. Vous me direz, mais où sont les Aces de Las Vegas? Mesdames et messieurs, les Aces de Las Vegas, oui, de un, elles sont dans l'Ouest, mais elles ne sont même pas premières de l'Ouest. Parce que cette place est réservée aux Lynx du Minnesota. Félix! Qui a une fiche de 26-9, tandis que les Aces, pour la première fois de cette dynastie, semblent mortelle. Ou du moins humaine. Ah, surtout humaine. Mais quoi qu'il en soit, A'ja Wilson va fort probablement mettre la main sur un énième MVP cette saison. Mais les Aces ont l'air humaines et j'ai vraiment hâte de voir ça en séries éliminatoires. Puis tu sais, peut-être qu'on est rendu là dans la dynastie des Aces où, tu vois, la saison régulière, on s'en fout un peu. Mais c'est en séries éliminatoires que ça va se donner. Donc, non, maintenant, c'est au Minnesota qu'on joue du vrai basketball de championnat.
Ah, Je sais que Félix c'est Callis. une- Félix Callis. Ah, justement, je vais te reparler Ta de. chaise de camping est où en ce moment, là? Elle est prête, man. Elle est dans le Je, char. je te reparle de TT Wolves dans 2 minutes. Donc, les gars, petite question vite à l'approche de ces séries éliminatoires-là. Est-ce qu'ils vont commencer dans 2 semaines? Est-ce que vous voyez encore une finale Aces Liberty ou est-ce que vous voyez une équipe comme les Lynx, le Sun ou le Fever faire du bruit? Les Lynx vont tout gagner. Ça va être un sweep. On va se rendre jusqu'à la finale. Le sweep total. Il n'y a personne qui va pouvoir battre les Lynx. Au Minnesota, ça va être le premier championnat d'une longue lignée. Pas juste chez les filles, chez les hommes aussi. Les Lynx, les Timberwolves, dans le fond, c'est simple. Les deux équipes vont gagner le championnat pour les 5 années qui s'en viennent. Et Félix, sans oublier non plus que c'est déjà lancé, la tradition de gagner est déjà lancée au Minnesota. Voilà. La PWHL. Voilà. C'est pas Et moi puis- qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Bien que Le Félix ne soit sport, pas le sport un fan, féminin va faire un sweep au Minnesota Voilà. et Félix va être le premier here for it. Ah, définitivement. Les gars, je pense que je vais être plate, mais je pense qu'on s'enligne encore vers un Aces Liberty pour Ah, le moi aussi. le championnat. Je pense que juste l'expérience des Aces dans l'Ouest va faire en sorte qu'on va sortir de cette conférence-là. Puis je pense le Liberty, en ce moment, il n'y a pas. La seule façon qu'ils peuvent échapper ça, c'est si, mettons, Sabrina Ionescu se blesse ou que, genre, ils perdent par eux-mêmes. Mais tu sais, ça donne que tu as encore Brianna Stewart, entre Ouais. autres, sur cette équipe-là. Les deux équipes sont stack. On va finir ça là. Mais Félix, j'apprécie ton enthousiasme. Avant qu'on passe au hockey, Jamal Murray a signé une prolongation de contrat cette semaine. On parle d'un contrat de 4 ans pour, là, tenez-vous bien, 208 millions de dollars. Jamal Murray n'a jamais participé à un match des étoiles. Jamal Murray est plus reconnu comme étant quelqu'un qui performe durant les séries éliminatoires, mais a une santé assez fragile. Ça, c'est ça, mais on sait que pendant les séries éliminatoires, il va performer, sauf contre les Timberwolves du Minnesota, au grand plaisir de Félix. Maintenant, Jamal Murray, avec ce nouveau contrat, se retrouve au 14e rang de la NBA pour le plus haut salaire annuel moyen. La 14e place, mesdames et messieurs, c'est devant LeBron James, c'est devant des gars comme Donovan Mitchell, ce sont des gars comme Kawhi Leonard et notamment, là, Félix relax, mais Anthony Edwards. Hey, Mais je sérieusement. pense Non, pas mais que non, Félix. Moi, je pense pas que Félix va être tant contrarié de ça parce qu'il va se dire Chris, les Nuggets gaspillent de l'argent par les fenêtres. Man, si Denver veut payer Jamal Murray, qui avait l'air tellement mauvais avec le Canada aux Jeux Olympiques, veut le payer comme le 14e joueur le mieux payé de toute la NBA, sérieusement, là, allez-y. Je vous retiens pas. Allez-y, gâtez-vous. De toute façon, payer des bombes à Denver, on a l'air d'aimer ça. Fait que s'il faut payer Jamal Murray un de plus ou un de moins, donnez-y tout l'argent qu'il veut. Ça ne changera pas grand-chose. Les Timberwolves vont quand même battre les Nuggets l'an prochain parce que les Timberwolves, je l'ai dit, vont gagner les 5 prochains championnats de la NBA. C'est dommage, je veux dire, il n'y aura pas de suspense, les 5 prochains championnats. Les gars, voulez-vous qu'on parle de Anthony Edwards va être joueur défensif de l'année dans 2 ans. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est ma prédiction, ça. Les gars, voulez-vous qu'on parle d'extension de contrat? On peut, ouais. On peut, Tant qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. OK, il y a beaucoup d'argent pour la Ligue nationale de hockey, mais c'est pas beaucoup d'argent pour un 6e homme de qualité dans la NBA. C'est de l'argent de Laz Reed qui a eu le joueur en question. Et je parle bien sûr de Leon Draisaitl des Oilers d'Edmonton. Donc, c'est fini. Donc, vous qui écoutez à la maison, si vous aviez l'espoir que Leon Draisaitl signe avec votre équipe favorite, vous pouvez oublier ça tout de suite parce que l'Allemand a signé une nouvelle entente de 8 ans pour 14 millions de dollars annuellement pour rester à Edmonton. Puis, honnêtement, si tu es l'état-major des Oilers d'Edmonton, tu dis oui, c'est réglé. Tu dis A parce que c'est réglé, puis tu dis A parce que tu dis que McDavid va probablement signer dans 1 an aussi. Pour moi, à partir du moment où tu signais Leon Draisaitl, Connor McDavid venait avec. Leon Draisaitl n'aurait jamais signé à Edmonton s'il y avait le moindre doute que Connor McDavid ne voudrait pas revenir à Edmonton. Pour moi, ça confirme que les deux sont à Edmonton pour y rester. Je pense que McDavid va signer un contrat qui va... Le montant va probablement donner mal au cœur aux gens dans 1 an, mais évidemment, c'est le meilleur joueur au monde, Connor McDavid. C'est pas une surprise qui va donner le joueur le mieux payé. Leon Draisaitl à 14 millions, c'est beaucoup d'argent.
c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour un gars qui, oui, est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, mais qui c'est pas le meilleur joueur de son équipe. C'est énormément d'argent. Puis surtout avec McDavid qui va signer pour plus, puis Evan Bouchard qui va demander une grosse augmentation salariale, ça va commencer à faire beaucoup de hauts salariés à Edmonton. Puis une autre équipe canadienne qui dirait que c'est peut-être pas la bonne chose à faire, de donner beaucoup d'argent à 4 joueurs. Mais je pense que si t'es là, tu n'as pas le choix de signer Leon Draisaitl. Puis si ça peut t'aider surtout à ramener Connor McDavid, je pense que tu peux pas vraiment rater cette occasion-là. Tant mieux pour Edmonton de réussir à conserver un joueur autonome. On sait que ça peut être difficile pour les équipes canadiennes, puis on a réussi à le faire. Tant mieux pour eux. Surtout si on garde Draisaitl et ça va éviter de devenir une distraction cette saison pendant que l'équipe essaie de gagner une Coupe Stanley. Et surtout, si on est capable de le garder à long terme, ça va garder notre fenêtre de où est-ce qu'on va être compétitif et s'il gagne la Coupe Stanley. Ça va la garder ouverte plus longtemps. Puis je pense que c'est la chose à faire pour les Oilers. On a un bon noyau, puis je pense qu'il faut continuer d'espérer que ça fonctionne avec ce groupe-là. Mais c'est parce que, tu sais, je pense que ce que plusieurs personnes, quand on regardait justement tout ce qui concernait l'argent pour Leon Draisaitl, c'est parce qu'on essaie peut-être de comparer Leon Draisaitl avec ce qu'Auston Matthews a signé il y a à peu près 1 an. Tu sais, mais Leon Draisaitl, c'est peut-être pas le meilleur joueur de son équipe. Mais goddamn, je me demande qui serait le meilleur de son équipe quand ton coéquipier c'est Connor McDavid, pour commencer. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, je vous le confirme tout de suite. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte tout de suite à quel point Leon Draisaitl, même s'il joue avec McDavid, c'est un gars qui accumule les points. Un joueur élite en avantage numérique. Je pense que oui, il y a beaucoup de discours que, la plupart de ses buts sont en avantage numérique. OK, oui, mais ça prend un gars de talent. Et ce gars-là, puis on le voit en série. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les Oilers d'Edmonton ont perdu quoi? En 3e ronde l'année passée? Ben, pas elle qui vient de finir l'autre d'avant contre Las Vegas. Le gars a fini avec genre 14-15 goals. C'était absolument incroyable. Oui, je m'en souviens, oui. Et je vais vous dire, quand on parle de gars qui sont électrisants sur le jeu de puissance, savez-vous qui mène la Ligue nationale pour le plus de buts en power play dans la décennie des années 2000, pour le fun? Les années 2000? Oui. On parle 2000 la décennie, pas le millénaire, la décennie des années 2000. Je sais pas moi, Joe Sakic. Non. Yaguerre? Même pas non plus. En fait, le meneur, c'est Jerome McGinley qui avait marqué 115 buts en avantage numérique dans les années 2000. 115. Oh, ouais. 115. Leon Draisaitl en compte 101 depuis 2020. Puis si la tendance se maintient... le petit, hein? Si la tendance se maintient, il devrait être en liste pour dépasser la marque de 115. Je pense que oui, moi. Tu penses? Mais là, à la lumière de tout ça, là, oui, là, on est content, on a signé Draisaitl, puis Charlie comme vous voulez sur la valeur en tant que telle du contrat. Maintenant, comment est-ce que ça place le marché pour Connor McDavid en matière de salaire annuel? S'il signe en bas de 16, je suis choqué. Je pense que ça peut aller à 17. Ça peut peut-être aller à 18. Puis est-ce que quelqu'un serait surpris que ce soit 20? 20, c'est cher. Mais 20, c'est beaucoup pour la Ligue nationale de hockey, si on parle. C'est énorme. C'est énorme. Puis je pense pas que ça va être 20. Je pense que ça va être quelque part entre 16 puis mettons 17,5. Quelque chose dans cette fourchette-là. Je pense pas que ça va être vraiment plus que ça, mais mettons que tu annonces 20 millions par année pour McDavid. Serais-tu surpris? Je vais essayer de faire le calcul rapidement. Parce que là, 2025-2026, ça va être... Ben, en fait, c'est ça. 2024-2025 va être la dernière année sous contrat pour Connor McDavid, right? Ouais. Là, on va être quoi? On va être rendu à quoi? 92 millions, à peu près? Pour le cap salarial d'ici là, à peu près. Si on fait un calcul rapidement... La triple menace. Podcast de maths. Mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que la Ligue nationale ne permet pas qu'un joueur occupe 15% de la masse salariale à lui tout seul. C'est 15%. OK, je n'étais pas sûr que c'était quoi le pourcentage. C'est 15.
15... Ok, ce sera pas 20 d'abord. Ce sera Alors, pas 20. Pop, À moins que le plafond monte en fou, là. Ah, c'est ça. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ouais. Parce que 2025-2026, on parle d'un cap salarial d'environ 92 millions. Fait que si, mettons... Mais quel Ça, podcast de me maths, semble on sort c'est des 15. chiffres, des pourcentages. Il me semble que c'est 15. Fait que Pop fait 15. Ça serait 13, ça serait 13,8. Fait que, non, fait que c'est sûrement pas. Mettons, ça, Non, mettons 92. 92. Hey, la gang, on a fait nos maths 4,36. Ouais. ça donnerait environ 18,4%. Fait que je pense que le 20, c'est peut-être un reach. Mais je pense qu'on va être dans le 17-18 dans quelques mois ou peut-être même dans un an pour Connor McDavid. Et c'est maintenant que je vous dis qu'on aurait simplement pu vérifier ça avec les chiffres de Leon Draisaitl, mais bon, là, il est trop tard. C'est fini pour cette vérification-là. On a perdu notre chance. Mais tout ça pour dire, Leon Draisaitl sera un Oiler pour les 8 prochaines années. Devrait. À moins que ça implode, puis on va... non, c'est là, les nages, ça bouge pas comme dans les autres ligues. Les gars, j'étais pas là la semaine dernière, mais j'ai entendu justement ce que vous jasiez par rapport à Johnny Gaudreau, tout ça. Quel W très peu commun pour la Ligue nationale de hockey cette semaine, avoir permis à Cole Caulfield de changer son numéro du 22 au 13 pour la saison qui s'en vient. très cool. Très cool. Parce que c'était passé. Ce qu'il faut savoir justement, c'est qu'il y a comme une date limite pour soumettre les changements de numéro à la Ligue. Puis cette date limite-là est passée. Ça devait être. On ne connaît pas la date de moi, c'était probablement au mois d'août ou quelque chose. Et cette semaine, Cole Caulfield a décidé de demander à faire ce changement-là. Et la Ligue a approuvé pour honorer justement Johnny Gaudreau et tout, on a compris que selon les circonstances. Bravo à la Ligue d'avoir permis ça. Bravo aussi à Cole Caulfield pour cette initiative-là. Là, à tous ceux qui se demandent est-ce que le Canadien va accepter d'échanger mon 22 pour un numéro 13, je suis assez confiant que le Canadien va dire oui. C'est souvent ça que les équipes font dans ce temps-là. On ne s'ostine pas trop ou quoi que ce soit. Là, on va laisser, les partisans échanger pour avoir le bon numéro sur le chandail. Puis bravo, c'est une belle façon de le faire. On sait que les deux étaient très proches. Caulfield le racontait sur Instagram, justement, qui est très. Johnny Gaudreau était un modèle pour lui. Puis on en parlait, Pop, la semaine passée, comme quoi, tu sais, Martin Saint-Louis a été un modèle pour des petits attaquants comme Johnny Gaudreau, mais Johnny Gaudreau était un modèle pour des petits attaquants comme Cole Caulfield. C'est une roue qui tourne, puis ils ont grandi en voyant ces joueurs-là. Puis Caulfield le racontait, ça a été presque un rêve pour lui de jouer avec Gaudreau pour les États-Unis au printemps, au championnat du monde. Tant mieux si la Ligue permet ça. Puis de ne pas avoir fait ouais, mais tu sais quoi, la date est passée, on le permet pas. Tu amener un peu de discernement puis tout. Puis surtout qu'on a un nouveau fournisseur d'uniformes, d'après moi, ça peut s'arranger. Je pense pas qu'ils sont déjà toutes faites de toute façon. Fait que bravo à la Ligue d'avoir fait ça. Puis c'est une super belle façon d'honorer un gars qui, pour plusieurs, est encore une perte qui est l'autre qui va se ressentir tout au long de la saison, dans la saison de la LNH. Moi, je fais juste dire que Cole Caulfield portait le 13 quand il était au programme national de développement. Fait que je le dis tout de suite, en primeur, Cole Caulfield, en compagnie de Patrick Laine, 50 buts chaque. C'est réglé. Wow! On vient de régler ça. Direct là. Puis finalement, j'ai la réponse, c'est 20% qu'un joueur peut occuper sur la place salariale. Fait que ça placerait Connor McDavid à peu près 18,5 millions de dollars par année. Y a-t-il déjà... Pop, parce que là, t'as comme... Tu m'as amené un drôle de point, là. Il n'y a jamais eu des équipes à 2 marqueurs de 50 buts, right? Laisse-moi faire la recherche, je te reviens... poursuis, je te fais la recherche, je te reviens dans 2 minutes. T'as juste dit c'est 2 marqueurs de 50 buts. Je dis, 40, je pourrais peut-être le croire. J'ose imaginer, mettons, les équipes des Pingouins du début, milieu des années 90 ou les Oilers de Gretzky, Messier. Je serais peut-être prêt à l'acheter, ça, mais c'est-tu déjà arrivé? Christian Dvorak et Mike Hoffman l'ont pas fait à Montréal ensemble? Oui, exact. T'es proche, je pense. Hein? Ils ont peut-être manqué de peu et ils ne devaient pas être très, très loin. Bon, ou des commentaires qu'on envoie un peu à l'endroit de Caulfield, là, mais ça, je suis un peu responsable d'avoir dit ça moi aussi, mais le meilleur marqueur de 40 buts à n'en avoir jamais marqué 40.
C'est pas gentil, mais c'est. Non, mais il est encore jeune, Puis l'année passée, il revenait de sa blessure à l'épaule. Je pense que ça pourrait. Si c'était pas Dominique Ducharme, il l'aurait eu. Mio, pour répondre à ta question, j'ai la réponse pour toi. En fait, c'est arrivé à plusieurs reprises, mais tu comprendras que c'est beaucoup concentré de, mettons, 1974 à environ 1994-15, vraiment, c'était vraiment le pic de la Ligue nationale pour le nombre de buts. Faut pas oublier qu'il y a 2 ans, Léon Draisaitl et Connor McDavid avaient fait 50 buts chaque. J'allais vraiment dire que d'après moi, peut-être que ces deux-là l'ont fait ensemble. C'est vrai, McDavid l'avait fait. Hey, McDavid a déjà fait une saison de 65 buts. Hein? Hey, j'oublie tellement 64. cette saison-là de McDavid et pourtant, on le reconnaît pas juste comme étant un marqueur de but plus que pour ses autres qualités en tant que joueur. Ah. Nylander, c'est-tu rendu à 50 cette année ou c'était 40 qui a atteint parce que Matthews a fait 50? Non, Nylander, c'est pas rendu à 50, ça, je suis pas mal sûr. Ok, ça devait être 40. Parce que je me suis dit qu'il était Nylander a fait 40 très exactement à 2 saisons 40, consécutives. Mais si Mio, tu te poses la question, c'est arrivé à 2 reprises dans l'histoire de la Ligue nationale qu'il y a eu 3 marqueurs de 50 buts dans une même équipe. Tu ne seras pas surpris d'apprendre que c'est les Oilers du milieu des années 80. Glenn Anderson, Wayne Gretzky, Jari Kurri. Fait que, à 2 reprises, on a 3. Les 2 reprises, c'était les Oilers? Oui. Ah, fait que même pas les. 83, 84 et 85-86. Fait que même pas genre les Pingouins des années 90 non plus. Non. Là. Non. Mais il y a déjà eu des saisons où il y en avait 2, par exemple. Mario Lemieux, parce que c'est ça, je sais que tu avais genre. Ah, c'est ça. Joe Mullen en 92, c'était 42 buts. Puis même Lemieux, c'était juste 44 buts. Anyways. La Triple Menace, un podcast de statistiques intéressantes pour vous. Fait que Caulfield l'année prochaine, c'est le prochain step. Je vous l'aurais su en premier ici. Moi, je dirais pas non à ça. En tout cas, je dirais pas non à ça. Caulfield l'année cette année, après ça, l'année d'après, Anthony Edwards, joueur défensif de l'année. Ça, c'est pas un podcast de prédiction, je sais pas ce que c'est. Oh, attends un peu, t'en veux-tu une bonne prédiction? Oh, vas-y. Faudrait que j'y pense. Ok, t'en as juste pas. Moi, j'en ai lu une cette semaine pour lancer notre blog de Perron d'Église pour conclure cet épisode-là. Une prédiction qui nous vient de Producer Ali qui nous a demandé cette semaine, dans le fond, de parler de nos overréactions, nos réactions exagérées après la première semaine d'activité. Et il a lancé le bal en proposant la sienne. Jeudi soir, on a vu Xavier Worley marquer 2 touchés à son premier match dans la NFL. Il a touché 3 fois au ballon, marqué 2 touchés. Ça, c'est de l'efficacité. Et lui pense que Xavier Worley pourrait gagner le titre de recrue offensive de l'année cette saison. Est-ce qu'on croit à ça? Alors qu'on a un gars comme Caleb Williams, bon là, on a eu son premier match, mais c'est une ligue de corps arrière, donc... Ouais. Mais les trophées de joueurs, de recrues de l'année, c'est moins un peu concentré sur les corps arrière. Est-ce que tu veux que je te parle de la course de l'an dernier? Quand Puka a battu tous les records de receveurs et qu'il n'a quand même pas gagné le trophée? Je peux t'en parler si tu veux. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai le chandail du principal intéressé aussi en ce moment. On n'a pas beaucoup. Mais tu sais, à sa défense, CJ Stroud, c'était une dog. Oui. Exagère un peu parce que je parle de mais aussi. Là, mais... Overreaction de cette semaine. Mais je l'ai dit tantôt, c'était Joe Burrow n'est pas un carrière élite sans un bon corps de receveur élite à côté de lui. Penses-tu que ça les tasse des séries? Ils ne gagneront pas la division. Je donne la division quand même aux Ravens, mais... Ah, va chier. Mais c'est vrai que... Sais-tu quoi? Ma overreaction, Mio a pris mon bac pour mes Red Sox, je vais dire. Steelers vont gagner la division cette année. Oh my God. Oh my God. Oh! Les Steelers vont gagner le nord de l'américaine. Wow. Fait qu'on est solidaires comme ça. C'est ça mon overreaction cette semaine. Hey! Puis moi, je vais rajouter ça parce que moi, ma réaction de la semaine, là, ça dépend comment vous voyez ça comme étant une réaction exagérée. Est-ce que vous voyez quelque chose d'exagéré comme étant bien, comme étant mauvais, ou comme étant simplement quelque chose d'exagéré? Mais moi, je l'ai. TJ Watt est de retour. TJ Watt va remettre la main sur le prix qui devrait lui revenir. Le joueur défensif de l'année. TJ Watt, 2024, il remet la main sur le prix après avoir eu ce match contre les Falcons. By the way, un match pour lequel il aurait dû avoir 2 sacs de plus
et un ballon échappé de plus. Ah, un ballon aussi qu'il a attrapé lui-même par après. Moi, Ce non, gars... mais... Vas-y. 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 Non, mais vas-y, finis ton point, finis ton point. Ah, t'es tellement gentil. Ce gars-là est une brute et, tu sais, on dit souvent, MVP, c'est, hey, sans ton équipe, comment tu performes. Je pense que la statistique que j'ai vue aujourd'hui, c'est les Steelers dans les matchs sans TJ Watt, 1-11. Ouais, oui, change complètement la dynamique. 100%. La dynamique de toute l'équipe. On l'a vu aujourd'hui. Ils n'ont pas marqué un touché. Ils n'ont pas marqué un touché et ils ont gagné. Et puis, ça aussi, il y avait une séquence en fin de match où les Steelers gagnaient 15-10 au 4e quart avec peut-être 8 minutes à jouer. Et au lieu de prendre les 3 points et prendre une avance de 8 points, forcer les Falcons, en cas de toucher, de devoir y aller pour 2 points supplémentaires, on a décidé chez les Steelers d'y aller pour un 4e et 1, c'est d'avoir touché. Ils ne l'ont pas eu. Finalement, les Ravens n'ont jamais bougé au-delà de la ligne de 15 verges grâce à TJ Watt et la défensive des Steelers. Moi, je fais juste dire que Chris Boswell, MVP season. Ouais, c'est ça. TJ Watt n'est même pas le MVP de son équipe, c'est Chris Boswell, le MVP des Steelers. Non, en fait, non, je m'excuse, c'est même pas Chris Boswell. C'est la magie noire de cette équipe-là qui fait en sorte qu'il peut jouer du football. Mike Tomlin, c'est la magie noire de Mike Tomlin. C'est dégueulasse à regarder, mais ça fonctionne. C'est frustrant, mais ça fonctionne. Félix, ton overreaction de la semaine? Mon overreaction de la semaine. Sans parler des Titans, parce que je pense qu'on t'a pas. Non, je vais aller ailleurs. Je parlerai pas non plus de Puka qui a l'air un peu blessé. Si Puka est blessé, peut-être que mon cœur est brisé pour toujours. Peut-être que quand vous allez écouter ça, tout va être correct finalement, mais au moment où on vous parle, on est en fin de première demi et ça n'a vraiment pas l'air de bien aller pour Puka en ce moment. Mon overreaction de la semaine, c'est une bonne. Mon overreaction de la semaine, c'est que les Buccaneers vont gagner la division. Ouh. Les Buccaneers beaucoup de gens voyaient les Falcons gagner cette division-là, puis avec raison, parce que cette équipe-là avait l'air vraiment bonne et tout, mais on a vu les Falcons qui étaient... C'est ça, on a vu Kirk Cousins qui n'était pas exactement inspirant aujourd'hui. Puis là, encore une fois, c'est un peu attribuable à la magie noire des Steelers qui font en sorte que même avec la bullshit, on réussit à neutraliser les joueurs adverses. Yes. Mais les Buccaneers avaient l'air bons aujourd'hui. Puis oui, c'est Washington. Oui, je comprends que c'est Washington, mais Baker Mayfield a eu l'air bon. Puis je voyais les Buccaneers comme peut-être une équipe qui allait pouvoir surprendre dans cette division-là. La gagner encore une fois cette année, même avec l'émergence des Falcons. L'attaque des Falcons aujourd'hui n'a pas roulé comme elle se devait de rouler. Oui, c'est la défense des Steelers et tout, mais il manquait quelque chose. Cette attaque-là ne m'a pas vendu le rêve que j'espérais qu'elle me vende aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, tu as Mike Evans qui est increvable. Je ne sais pas quand est-ce que Mike Evans va arrêter de rouler. Là. Ce gars-là est increvable. Le pauvre Benjamin Saint-Just aujourd'hui qui, sérieusement, va en faire des cauchemars. C'était une couverture parfaite, puis Mike Evans a juste fait hey, tu sais quoi, je pense que tu as oublié que je suis 6-5. Il a juste attrapé le ballon au-dessus de la tête. Demain, tu voulais qu'il fasse quoi? Les Buccaneers ont l'air bons. Puis les Falcons ont vraiment pas eu l'air bons aujourd'hui. Puis peut-être que c'est juste une erreur de parcours pour les Falcons. Puis peut-être que les Buccaneers ont juste profité d'un duel qui était plus facile à la première semaine. Mais je sais que j'ai dit les Falcons avant l'ébullition comme gagnant de cette division-là. Je change ma prédiction. Je pense que les Buccaneers vont gagner cette division. Je vais même te relancer pour ton overreaction. Michael Penix va être le partant semaine 3. 3, c'est de bonheur, mais je serais pas surpris d'ici la fin de la saison, Michael Penix soit le carrière de cette équipe-là. J'y ai pensé aujourd'hui. Je te jure qu'à un moment donné, aujourd'hui, je voyais ce match-là, et je le suivais à moitié, ce match-là. Je me suis vraiment dit, tu sais quoi? Peut-être qu'il faut l'essayer. Peut-être. Les gars, je voyais le match, puis l'équipe de couverture ont même fait un petit segment sur Michael Penix, puis je pensais juste au fait que les Falcons ont fait sauter la banque pour amener Kirk Cousins, et quelques semaines plus tard, tu repêches un corps arrière avec ton... Je pense que c'est un choix de première ronde. C'est ça. 8e au total. Un très haut choix. Et bref, fait que ça va être le fun pour ça. Puis je vous invite, dernière affaire, oui, magie noire des Steelers, mais voir Kirk Cousins l'échapper. Puis je ne dis pas littéralement, là, mais lancer une
une passe tellement bête, une interception tellement nulle. Finalement, les Steelers sont allés marquer les 3 points qui auraient dû marquer plus tôt dans le match, mais bref. Allez voir, je ne pense pas que Kirk Cousins fera le travail d'ici la fin de la saison non plus. Mais Mio, tu sais comme moi que c'est la bullshit des Steelers là, qui l'a tout mélangé aujourd'hui. Là. Ah, get good, honnêtement. Non, mais tu peux pas. C'est ça l'affaire, tu peux pas dire ça des autres équipes comme la bullshit de XYZ. Non, mais il y a juste les Steelers. Mais il y a juste les Steelers comme ça. C'est fatigant. Mais Kirk Cousins ne jouait pas dans un primetime game. Ouais, mais Kirk Cousins revenait d'une déchirure du tendon d'Achille. Il y a ça aussi. Mais sérieusement, aujourd'hui, ça n'avait pas l'air du gars pour lequel les Falcons ont payé le gros prix. Puis je serais pas surpris. Peut-être que tu dis, gars, tu sais quoi, c'est une saison importante pour les Falcons parce qu'on a investi beaucoup. Puis si ça fonctionne pas avec Cousins, à quel moment tu dis, hey, peut-être qu'il faut tirer la plug là-dessus puis voir ce qu'on a avec Penix. C'est juste pour voir, mettons, pour l'avenir dans le PDK, peut-être que maintenant, il faut que tu la fasses, cette expérience-là. Idéalement, je pense que tu vas avoir Cousins toute l'année puis amener Penix peut-être plus l'an prochain ou dans 2 ans, lui permettre d'apprendre un peu, mais si ça va mal pour Cousins, mettons que les Falcons se ramassent, je sais pas moi, 2-4 ou 3-5, mettons, puis tu dis peut-être que Penix donne une meilleure chance de gagner. Je vous lance le dernier overreaction, puis on va conclure là-dessus. Si vous êtes un gars sur des paris... Mio, je sais que tu ne fais pas de paris sportif et tu comptes là-dessus, mais joue le jeu là-dessus. OK, parfait. Mettons, on te met un gun sur la tête, puis que tu as parié toutes tes... Gun, ça tempe. Oui. Un blick, ça tempe. Tu sais, faut que tu joues le jeu, 2 secondes après, tu commences avec un gun sur la tête. Comment est-ce que t'es strap de même pour mettre un gun sur la tempe, le blick? Non, mais où on peut dire, genre, les aliens ont le laser beam pointé sur la Terre. Hey, blick, il got the stiffy. Ah! Puis, tu dois te dire, est-ce que les Panthers de la Caroline over ou under 1.5 victoires cette année? Moi, je prends le under. Je prends le under. Je prends l'over. Je respecte trop Dave Kellerless pour prendre le under. Mais c'est vrai que sérieusement, t'es regardé. C'est les Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est les Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est Derek Carr. Hein. C'est pas Patrick Mahomes qui joue de l'autre bord. C'est Derek Carr. Tu veux dire légende de vos Steelers de Pittsburgh, Derek Carr. Mio, c'est le temps de faire l'outro du show. C'est le temps de faire l'outro du show. Fantastique, avec grand plaisir, Félix, parce que là, il va falloir que j'aille me reprendre une autre tisane, que j'aille reposer ma voix pour la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux, on vous a... fait Félix cordialement, parce que Félix, il aime ça faire ces petites affaires-là. On vous avait fait une petite énigme, devine le joueur. Donc, vous aurez deviné que c'était en effet un joueur de baseball, la réponse cette semaine, ayant disputé quelques saisons en début de carrière chez les Pirates pour ensuite avoir passé chez les Astros de Houston. Ça a donné qu'il a gagné un championnat là-bas aussi, tu sais, pour après ça se pointer avec les Yankees puis avoir absolument rien. Genre ça, toujours à sa 5e saison chez les Yankees, toujours les mains vides. C'est un beau Cy Young, un beau Cy Young. Il y a Cy Young, on va lui donner. Et c'est nul autre que le légendaire Garrett Cole. Même s'il a perdu un peu de son aura quand il a décidé de laisser tomber sa belle chevelure pour laquelle... La barbe aussi, la barbe. Mais ça fait partie des Yankees. ça le vieillit un peu, je vais donner. Donc, la réponse cette semaine, c'était Garrett Cole. Et on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner la semaine prochaine. On vous rappelle aussi de participer au Survivor de la NFL. Là, Pop, donne-nous les chiffres. Qu'est-ce qui est arrivé? Officiellement, la première édition du Survivor de la Triple Menace compte 22 participants. Merci de vous être inscrits, de nous rejoindre pour cet événement-là. On a commencé à 22 à 13h cet après-midi. À 4h25, on a descendu à 14 parce qu'il y avait à peu près le tiers des gens qui avaient parié sur les Bengals aujourd'hui. Fait que félicitations à vous. Moi, je suis encore en vie. Félix, t'es encore en vie. Et Mio, je pense que officiellement, tu vas devoir prendre le gagnant du lundi soir parce que tu n'as pas encore fait de choix. Oh. Fait qu'il va falloir prendre les Jets. Au départ d'Aaron Rodgers. Je l'annonce officiellement que les Jets ne gagneront pas le match du lundi soir. Au moins, je m'attends à ce qu'Aaron Rodgers termine le match.
mais je m'attends à ce que les 49ers l'emportent. Donc là, vous l'avez en exclusivité. Là, il n'y a pas besoin de chercher sur le groupe. Vous l'avez entendu ici. C'est moi qui va avoir remporté ça. Anyways, mesdames et messieurs, on vous remercie d'avoir passé la dernière heure et demie avec nous à la Triple Menace, même si je suis tranquillement en train de mourir et de perdre ma voix. Ce fut un plaisir de vous retrouver aussi après un petit 2 semaines off là, pour dire qu'on est tellement fucking back pour cette deuxième saison de la Triple Menace. On est dans une nouveau era, Félix, si tu veux l'expression. Donc là, on va avoir beaucoup de fun tous ensemble cette année. Bien hâte de discuter de nouvelles avec vous. On vous rappelle quand même le groupe Facebook, les Superfans des Tigers de Guangdong, où vous pouvez interagir avec nous et participer à tout ce qui est en dehors de l'émission, tel que l'énigme de la semaine. Vous y retrouverez également nos liens pour tous nos épisodes précédents. Bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater de la Triple Menace. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et ciao, ciao! Quiet.